Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur School TV, le MAG. 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Tout va bien? Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, c'est parti. Le MAG qui a décidé de mettre en lumière le concours Miss Handy France. Qu'est-ce que ce concours justement? Pourquoi connaît-il un succès grandissant année après année? Élément de réponse avec nos invités dans un instant. Briser avant tout les préjugés et mettre en avant, parler, sensibiliser, rendre public les maladies rares dont on parle si peu. Quel est le quotidien de tous ces malades? Où en est surtout la recherche? Là aussi, on en parle dans un instant. Il y aura une loupe. Oui, et je vous parle d'un lieu inédit pensé pour les enfants en situation de handicap. Ça s'appelle le village des enfants extraordinaires. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec nos deux invités via Skype. Bonjour Manon, Manon Lenoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Manon. Enchanté, vous êtes agente au service ressources humaines de Morlaix, Communauté et candidate à l'élection de Miss Handy France 2025. Et on est également toujours via Skype avec Julie Félicité. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Bonjour. Miss Handy Pays de la Loire. Et vous êtes également candidate à l'élection de Miss et Mister Handy France 2025. Et vous êtes maman de 3 enfants. C'est quoi Miss et Mister Handy France ? Alors, du coup, Miss et Mister Handy France, ça a été créé par Handy Model National, qui à la base était vraiment une association qui permettait de mettre en valeur les personnes en situation de handicap dans la photographie. Et en 2013, ils ont décidé de créer un concours, du coup, une élection pour les personnes en situation de handicap. Ça marche, on en parle année après année. J'imagine que c'est une belle vitrine et à chaque fois de bien beaux portraits. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, justement, à participer à cette élection, à ce concours ? Alors moi, j'ai décidé de me lancer, pas pour moi, parce que honnêtement, malgré mon handicap, je le vis très bien, quoi. Enfin voilà, je sais comme ça, c'est la vie et ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'ai décidé de le faire parce que j'ai ma dernière fille qui, du coup, a... Quel est votre handicap, Julie ? Alors moi, j'ai une maladie qui s'appelle Strumpel-Lorrain. C'est une maladie neurologique qui crée de la spasticité dans les membres inférieurs. D'accord. Mais encore une fois, vous commencez à en parler. Vous dites que si vous vous présentez aujourd'hui à Miss et Mister Handy France, c'est avant tout pour faire la lumière de la situation de votre fille ? C'est ça. J'ai ma fille qui est déclarée TSA, du coup elle a un trouble du spectre de l'autisme. En soi, c'est pas forcément le handicap qui pose problème, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour, parce qu'en tant que parent, c'est très compliqué d'être pris au sérieux en fait. On explique les difficultés et on est écouté par personne. Faut savoir que la plupart des professionnels de santé ne sont pas formés. Donc, comme il n'y a pas de formation, il y a surtout des jugements. Et il y a énormément de parents qui ont des enfants en situation de handicap, surtout avec un TSA qui est invisible en fait. Qui fait que on est jugé, on a des suspicions de maltraitance parce qu'il ne se développe pas comme un enfant lambda. Il y a des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des problèmes au niveau de la motricité, souvent la motricité fine. Et c'est quelque chose qui m'a posé énormément de problèmes et où j'ai énormément souffert parce que j'ai dû me battre pour obtenir des droits. Aujourd'hui, ma fille, moi, elle est prise en charge à 100% et elle a tout ce qu'il faut, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et malheureusement, quand on parle de chance en 2025, je trouve ça un petit peu dramatique en France, quoi. Ouais, même carrément dramatique. On va parler plus en détail, bien sûr, de votre situation et de celle de votre fille. Manon, de quoi souffrez-vous? Quelle est votre maladie? Moi, j'ai une dyskinésie paroxystique kinésigénique. Bon, c'est compliqué comme nom. Mais en fait, c'est le nom des gènes en soi. J'ai pas de nom à proprement parler de ma maladie, en fait. D'accord. Et comment ça se traduit au quotidien? Quel est votre quotidien, Manon? J'ai beaucoup de déséquilibres qui peuvent provoquer des chutes. J'ai des troubles de la coordination. Je peux pas conduire, du coup. J'ai un traitement en fait pour l'épilepsie, mais je suis pas épileptique, donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Comment ça a été décelé? Vous êtes comme ça depuis toute petite? J'ai eu des convulsions à 8 mois et on ne sait pas si c'est dû au vaccin ou pas en fait. J'ai eu des convulsions juste après les vaccins. Il y avait des traces de porc dans les vaccins à l'époque. D'accord. Et j'ai été allergique au porc. Donc, on ne saura jamais
on saura jamais vraiment la raison de pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui, en 2025, à participer à Miss France? C'est vraiment pour l'inclusion à l'école, donc au niveau des enfants, de tout public, on va dire. Et au niveau du harcèlement, il y a un grand message à faire passer, on va dire, pour que ça change. Et pour mettre le handicap plus en valeur que... Parce qu'après tout, on a une différence, mais tout le monde est différent, soit. On est différent, comment dire, nos différents et plus ou moins élevés que les autres. Parce que, Manon, justement, s'agissant de votre parcours scolaire, comment est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous avez subi du harcèlement? Oh oui, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais c'est comme ça. C'est aussi pour ça que je veux en parler, sensibiliser le grand public et surtout à partir de l'école primaire. Et vous avez été scolarisé dans une école classique? Vous avez suivi un parcours classique? Oui, tout à fait. J'ai fait un CAP petite enfance, après j'ai fait un bac pro secrétariat, j'ai été en vente à Paris. Et du coup, ça a été... j'ai tout... Bon, en fait, mes parents et moi, on s'est un peu battus pour que j'aille dans des écoles classiques, on va dire. Julie, est-ce que vous avez hésité, Julie, à vous exposer? Vous avez pris le temps, Julie, de la réflexion, ou pour vous, c'était très clair dans votre tête, la situation était... Alors, quand ça touche sa personne, c'est déjà une chose, mais quand ça touche ses enfants, son enfant, c'est encore autre chose. Pour vous, c'était très clair dans votre tête, vous souhaitiez vous exposer, raconter votre histoire pour que cela n'arrive plus, ou de moins en moins en 2025? Alors oui, parce que pour moi, honnêtement, j'aurais pas vu l'intérêt. Quand je suis tombée sur les élections, parce que je savais absolument pas que ça existait, parce que c'est très très peu connu, hein, honnêtement, personne connaît Miss et Mister Handy France, ou en tout cas ceux qui le connaissent sont concernés, et encore pas tous. Et quand je me suis soumis l'idée de participer l'année dernière, en voyant les profils des candidates qui étaient très très mal dans leur vie, des fois dans leur peau, et c'était plutôt pour elles une manière de se donner confiance, je me suis dit que j'y avais peut-être pas ma place. Donc j'ai pas participé l'année dernière pour ces raisons. Et finalement, avec réflexion, je me suis dit, mais j'ai cet handicap qui me permet d'avoir, entre guillemets, accès à ce concours. Alors, je vais le faire, mais pour tous ceux qui, du coup, ont des enfants qui ont des handicaps invisibles et où il faut vraiment se battre et où on n'est vraiment pas entendu, on n'est pas pris en considération, on est jugé et c'est terrible. Parce que même l'entourage, en fait, vous juge. L'entourage ne voit pas, ça se voit pas parce que les enfants TSA adaptent leur comportement en fait en fonction de ce qu'il y a en face d'eux. Et ce que vit le parent au quotidien n'a strictement rien à voir avec ce que les autres voient en extérieur. Vous dites que ce n'était pas encore connu, mais moi j'ai quand même le sentiment que ça prend en notoriété année après année. Miss et Mister Handy France. Et d'ailleurs, Miss Handy Pays de la Loire, comment ça s'est passé? Ça a commencé quand? Il y a plusieurs étapes. Comment ça se déroule? Alors, en fait, étant donné que, honnêtement, du coup, on a l'impression que ça se développe de plus en plus, mais ça reste encore trop peu. On fait quasiment tout par visio. Il y a des candidats qu'on n'a pas encore pu rencontrer parce qu'en fait, on a des emplois du temps différents. On n'a pas du tout tous le même handicap. Il y en a qui ont des traitements qui sont beaucoup plus lourds. On a des vies professionnelles. On n'est pas sur un parcours qui peut être ressemblant à Miss France lambda, en fait. Nous, on a toujours nos vies à gérer, nos handicaps plus ou moins importants. Et c'est vrai que c'est une adaptation, surtout qu'on est à distance et qu'on se rencontrera physiquement que le jour de l'élection. Que le jour de l'élection. Et ce jour, ce sera quand? Ce sera au mois de mai, c'est ça? On connaît le jour précis?
C'est ça, c'est le samedi 10 mai en Bourgogne-Franche-Comté, au Creusot. Et Julie, au-delà de l'élection en elle-même, l'événement, en termes de rayonnement, qu'est-ce que ça permet, cette élection, ce titre? Alors, honnêtement, pour moi, je le fais pas du tout pour le titre. Moi, je le fais pour l'expérience humaine. J'étais emballée à l'idée de rencontrer des personnes qui ont des profils différents, des handicaps différents. On apprend toujours des autres. Et c'était pour moi l'expérience en elle-même qui m'a poussée à me dire ouais, ça peut être super sympa de faire quelque chose en fait de différent avec des personnes que je trouve pas forcément différentes. Alors on dit souvent qu'on est différent, mais techniquement on est tous différents. Et je dis toujours à ma fille qu'elle est extraordinairement différente, et c'est ça qui fait la différence justement. Comment vous avez décidé, vous, Manon, de parler de votre différence? Extraordinairement, on l'a compris, mais comment? En fait, je voulais sensibiliser dans les écoles et c'est vraiment important la sensibilisation. Sensibiliser les enfants et les professeurs, on va dire. Parce que c'est très... On va dire que les professeurs, c'est très... comment dire, ils poussent beaucoup les gens qui ont des différences à aller dans des écoles spécialisées qui c'est pas forcément plus adapté c'est pas forcément plus adapté aux personnes qui ont des personnes en situation de handicap. Comment ça se passe, vos interventions, justement, dans les établissements scolaires, dans les écoles? Quelle interaction avec les élèves? Quel type de questions et quel retour de terrain? Là, pour l'instant, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu la GRS, donc c'est la gymnastique rythmique et sportive. Et après, plus pour après... je pense que j'aurai peut-être d'autres propositions dans des écoles plus tard. Manon, on vient de voir la photo avec toutes ces petites gymnastes, ces gymnastes en herbe. Quels souvenirs vous gardez de ce moment? C'était très, très émotif. Il y avait beaucoup d'émotions de ma part parce que j'ai eu 2 interventions dans la journée. J'étais assez fatiguée en fait. Parce qu'en tout, là, je fais ma 12e intervention, donc c'était un petit peu... J'ai eu 3 interventions dans le week-end, à proprement parler, de la GRS. Donc c'était très, très intense. Vous êtes agente au service des ressources humaines de Morlaix Commune. En quoi consiste votre travail et comment s'articule votre journée au final? Je m'occupe beaucoup des demandes de stage, donc je reçois les demandes de stage et je les envoie au service concerné. Et après, c'est moi qui envoie les réponses négatives aux stagiaires. Et je fais un 16 heures semaine, donc 16 heures d'après-midi. Parce que j'ai un entraînement assez lourd le soir et le matin, c'est compliqué pour travailler. Vous aussi, Julie, vous devez vous aussi adapter un petit peu vos journées au vu de votre condition physique, de maladie rare? Alors honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment, moi je peux conduire. Alors j'ai un équipement tout au volant parce que je me sers de mes bras majoritairement. Je me déplace avec une canne depuis peu parce qu'avant j'en avais pas, j'avais l'impression de ne pas en avoir besoin. Mais je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de tenir le bras de quelqu'un. Et quand on avait Pardon de vous couper. C'est-à-dire que pour conduire, vous avez quoi? Vous avez une espèce de survolant et vous poussez dessus, c'est comme ça que vous faites? J'ai un accélérateur où j'appuie en fait et le frein je pousse. C'est pas un survolant. Je connaissais l'autre technique, donc là, d'accord. Vous poussez comme ça? Voilà, en fait, techniquement, ça ressemble à un quad. J'ai été faire du quad il n'y a pas longtemps et du coup, j'étais au top parce que c'est exactement la même chose que ma voiture. J'appuie pour accélérer et je pousse l'autre manette pour freiner. D'accord. Et je vous disais, donc, votre journée, s'articule comment?
Autour de ma vie de famille, parce que j'ai fait une cessation d'activité au mois d'octobre, moi j'ai ma fille qui, du coup, ne mange pas à la cantine dû à ses troubles alimentaires. En fait, elle mange tous les jours la même chose, tous les jours les mêmes aliments en permanence. Elle supporte pas quand il y a trop d'effervescence autour d'elle, donc elle supporte pas la cantine malgré on est adapté en fait pour qu'elle puisse emmener son repas. C'est beaucoup trop bruyant. Donc, je la récupère tous les midis et la ramène à 14 heures, en sachant que maintenant, le lundi, elle a le CMP, donc centre médico-psychologique, où elle a un petit groupe où ils sont 4. Et c'est savoir se dire, ça permet de travailler les émotions, parce qu'il y a un problème de sociabilisation, où en soi, dans notre quotidien, non. Avec les autres, c'est plus compliqué. D'où le fait aussi d'avoir des jugements sur un potentiel manque d'éducation, parce que quand on lui dit bonjour, elle répond pas forcément. Mais quand elle n'est pas à l'aise et qu'on lui demande comment elle s'appelle, elle répond je sais pas. Donc c'est très particulier. Elle a aussi le vendredi, elle a maintenant la psychomotricienne. Donc en fait le vendredi après-midi, elle va pas à l'école non plus. En fait c'est vraiment une organisation. Elle se couche très tard parce qu'elle réfléchit en permanence sur la vie, la mort, qu'est-ce qu'on devient. Enfin c'est terrible. Elle réfléchit à tout, les séismes, les cyclones, les volcans. Voilà. On sait que c'est toujours et dès le très jeune âge, effectivement, des questions existentielles. Vous vous reposez quand? Je dors déjà très peu de base, donc on va dire que voilà. En plus, moi, je tiens absolument à garder une activité physique, donc je fais de l'aquabike et de l'aquagym 3 fois par semaine. Et sachant que j'ai aussi 2 grands, j'en ai un qui est en plus à la MFR, qui est à 30 km de chez moi. Donc je l'emmène, je le ramène. Enfin voilà, c'est une organisation, mais c'est possible. Et même quand on a des enfants, et d'autant plus en situation de handicap, on a besoin de temps pour nous. C'est primordial pour justement pouvoir être présent à 100% et pas se sentir débordé, quoi. Du temps, je commence à comprendre aussi un peu la conduite de quad, la conduite sportive. Je commence à comprendre. Alix. Et Julie, Manon évoquait tout à l'heure le sujet du harcèlement. Est-ce que votre fille y est confrontée à l'école? Absolument pas. Donc, non, pas du tout, vraiment. Heureusement d'ailleurs. Après, le seul petit souci, c'est qu'en participant aux élections, automatiquement, ça nous met un petit peu en lumière, et elle aussi. Les gens ont tendance à penser TSA, et c'est très cru ce que je vais dire, mais c'est les mots qu'on a employés. C'est bizarre, pourtant elle ne ressemble pas à une Mongole. C'est très très dur d'entendre ces termes-là, en fait. Parce que je trouve ça dégradant, en fait. On est tous différents et il faut savoir accepter la différence. Justement, je me suis battue pour qu'elle puisse vivre le plus normalement possible. Elle est scolarisée en milieu ordinaire. Elle est très perfectionniste, donc plus lente. Donc là, il va falloir mettre en place une AESH pour pouvoir l'accompagner, parce que forcément, vu qu'elle réfléchit beaucoup avant d'agir, elle a tendance à être plus lente. Mais étant donné qu'elle veut que tout soit parfait, qu'elle a extrêmement peur de l'échec et de se tromper, du coup, forcément, ça la ralentit sur ses tâches quotidiennes. Vous dites que certains vous ont... Parce que vous nous avez dit une phrase très difficile, effectivement des mots très durs avec ce mot de mongole, je le reprends. Vous dites aussi qu'on vous a traité de mauvaise mère? Oui, énormément. Alors moi, à l'époque, j'habitais dans une commune où la PMI était à peine 1 kilomètre, donc c'était beaucoup plus pratique d'aller à la PMI plutôt que d'aller à l'hôpital où j'avais 20 kilomètres de l'attente. Et honnêtement, enfin, c'est très dur ce que je vais dire, mais ça a été la pire erreur de ma vie. À chaque fois que je l'emmenais, forcément, là, on avait l'impression qu'elle n'entendait pas, donc ils lui ont fait faire plein d'examens. Ils lui faisaient le fond d'œil régulièrement. On m'a demandé si je stimulais ma fille et si j'avais une interaction avec elle, étant donné qu'elle ne mangeait pas, elle était allaitée jusqu'à ses 5 ans et demi. Elle a arrêté il n'y a pas longtemps, hein, elle va sur ses 6 ans, donc j'avais pas envisagé déjà un allaitement si long, mais au final c'était aussi beaucoup de critiques. Vous arrivez pas à vous détacher d'elle, peut-être que c'est votre rôle. Et puis quand j'expliquais qu'elle ne mangeait pas, on me disait c'est peut-être par rapport à vos origines ethniques et peut-être parce que vous mangez pas comme tout le monde. Et de là je leur ai dit mais qu'est-ce que ça sous-entend en fait? Comment ça, mes origines ethniques, en fait, je me dis, c'est pas possible, en fait. On peut pas nous mettre dans des cases. Quand on la mettait par terre, par exemple, et qu'elle était bébé, on pouvait lui mettre n'importe quel jeu, elle n'allait pas le chercher. Elle se déplaçait pas. Et à chaque fois, on avait tendance à stigmatiser en disant, ah ouais, il y a peut-être quelque chose qui va pas, peut-être que c'est sa mère.
Donc, quand on me disait, est-ce que vous vous sentez capable? Parce que sinon, appelez le 15. On me donnait des rendez-vous tous les 15 jours pour vérifier l'état de santé de ma fille, pour la peser, parce qu'au final, on ne me croyait pas. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à mentir. Et ça, je crois qu'il n'y a pas pire. Je mentais en lui disant, ah bah oui, finalement, elle mange ce petit pot-là. Non, ma fille n'a jamais mangé. Et quand je leur expliquais, c'est parce que je faisais pas les bonnes choses. Vous avez essayé de lui mettre du beurre, vous avez essayé de mixer des légumes. Enfin oui, en fait, comme tout parent, on essaye tout ce qu'on peut. J'ai essayé toutes les formes de tétine, de biberon. Elle a refusé le biberon, donc je me suis retrouvée à devoir donner le sein. Et ça a perduré pendant jusqu'à ses 5 ans, 5 ans et demi, qu'elle se sente prête de se détacher de ça, mais elle mange vraiment tous les jours la même chose. Tous les jours. Il y a pas, c'est une organisation aussi à l'extérieur, on ne peut pas les manger n'importe où. Elle n'aime pas forcément qu'on change son emploi du temps. Donc il faut être toujours attentif. Et puis pour éviter les crises, faut analyser, il y a tellement de choses à mettre en place. Et quand on ne croit pas, c'est vraiment très très dur. Et c'est pour ça que je me suis dit, là c'est l'opportunité justement de pouvoir en parler et de me dire, il y a tellement de parents en fait qui sont démunis et qu'on n'écoute pas, ou auxquels on leur envoie les services sociaux à tort, alors que c'est des parents qui sont attentifs et qui, justement, vont voir des professionnels de santé dans l'idée de trouver de l'aide, et finalement, on n'a rien du tout derrière. Ça prouve qu'encore une fois, quand on est parent, on est peut-être les meilleurs placés, qu'il faut absolument se faire confiance. Je vous poserai la question, il y a la loupe d'Alix, mais de savoir, parce qu'on a compris que c'était un véritable parcours du combattant, qu'est-ce qui a été peut-être déterminant pour obtenir enfin cette prise en charge? C'est juste après la loupe, et la loupe, c'est tout de suite avec Alix. Et aujourd'hui, Alix, tu nous emmènes dans un lieu unique, pensé entièrement pour les enfants en situation de handicap. Et oui, direction le village des enfants extraordinaires à Saint-Maur-des-Fossés. Un cocon où tout est conçu pour apaiser et stimuler les enfants autistes et porteurs de handicap. Les salles ont des allures de forêt enchantée. On y trouve des jeux numériques interactifs, une pièce Snozelen pour éveiller les sens. Le Snozelen, c'est une approche née aux Pays-Bas dans les années 70 qui combine exploration sensorielle et détente, des espaces pensés pour le bien-être des personnes en situation de handicap ou souffrant de troubles cognitifs. Dans ce village, les salles sont adaptées aux besoins de chacun. Tout a été pensé pour qu'ils se sentent bien, en sécurité, libres de jouer, d'apprendre et d'être eux-mêmes surtout. On est loin du simple centre d'accueil. C'est un lieu d'inclusion où les frères et sœurs sont les bienvenus, où les parents trouvent du soutien, partagent leurs expériences autour d'un café pendant que leurs enfants jouent. L'idée vient d'Emmanuel et de Jérôme Stioui. Face aux obstacles pour accueillir leurs filles polyhandicapées, ils ont choisi de créer eux-mêmes ce lieu inédit. On écoute Jérôme. Avec ma fille Alicia, née avec un syndrome génétique rare et polyhandicapée, j'ai pu découvrir la puissance des arts, de la musique, de la danse comme vecteur d'apprentissage. Et pourtant, je n'ai jamais réussi à trouver de place dans un cours l'acceptant dans des institutions classiques. C'est de ce constat qu'est née la création du village d'enfants extraordinaires, un centre ludo-éducatif, innovant et parfaitement adapté aux besoins d'enfants extraordinaires et qui utilise la médiation des arts, des nouvelles technologies, des sports, de la culture pour développer l'autonomie de ces enfants différents. Nous avons constaté également qu'il y avait près de 100 000 enfants et familles en France qui n'étaient pas éligibles à l'école ordinaire et qui étaient en attente d'une place dans une institution spécialisée. Avec le village d'enfants extraordinaires, nous accueillons toute l'année ces familles, une demi-journée par semaine, en leur donnant cours et accès à des infrastructures adaptées. Voilà, et le mois dernier s'est tenu le premier gala caritatif du village des enfants extraordinaires au pavillon Gravel à Paris. 400 personnes étaient présentes. Manon, le village des enfants extraordinaires est une première en France. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le développer sur le territoire? Est-ce que ce serait une bonne idée? Vous auriez aimé bénéficier d'un lieu comme celui-ci, enfant? Enfant, après, j'étais pas si... pour moi, j'étais pas si différente que ça des autres. C'est plus les autres qui me considéraient comme différente, on va dire. Mais oui, c'est une très bonne idée. En tout cas, c'est une très bonne idée pour que les personnes handicapées se sentent mieux et se sentent plus en confiance dans un endroit. Quelle est l'importance de l'entourage, Manon? Comment ça s'est passé pour vous?
De quoi? Soutenu à l'époque, qui vous a soutenu à l'époque et justement quelle est l'importance de l'entourage justement pour franchir toutes ces étapes et pour contrer parfois la difficulté? On va dire que mes parents m'ont beaucoup soutenu. Donc je comprends tout à fait Julie et c'est son combat quotidien, on va dire. Et on va dire que mes parents ont toujours été là. Il y a quelques personnes qui ont été là aussi. Mais oui, ça a été un petit peu compliqué. Mais il faut trouver la force d'y arriver. Il faut trouver la force, il faut la puiser. Julie, juste vous, à l'image de ce qu'a présenté effectivement Alix à l'instant avec ce village extraordinaire, il faut plus de lieux en France pour l'inclusion ou vous me dites pas forcément? Ah, si, je pense que oui. Mais au-delà du handicap, je pense que ça sert aussi à d'autres enfants. Dans la société actuelle, il y a tellement d'autres troubles, il y a tellement de difficultés que, en fait, ça peut être qu'un plus. Moi, personnellement, je me suis formée au Snoezelen et je suis aussi formée au TSA, du coup. Je l'ai fait pour aider ma fille en priorité, mais à l'avenir, aider les autres. Combien de temps pour se former? Alors du coup, pour se former, c'est une formation qui à la base dure 21 heures sur une plateforme en ligne. Et en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ça parce qu'il y a l'étude de cas et après, si on survole, je pense que ça peut être possible. Mais moi qui suis perfectionniste, ça m'a pris énormément de temps. Mais on a quand même un mois pour faire cette formation, donc on peut avancer à notre rythme. Et avec mon emploi du temps, c'est beaucoup plus simple comme ça. Dans ce lieu, ce village extraordinaire que vient de nous présenter Alix, il était précisé qu'il y avait également un espace d'échange pour les parents. Vous parlez avec d'autres parents, vous avez l'occasion justement d'échanger sur les éventuelles difficultés de votre quotidien? Alors, pas du tout. Je sais qu'il s'est créé il y a quelques années la maison de l'autisme sur Angers, mais je suis à 40 km et par rapport au temps d'échange, c'est le lundi soir. Moi, c'est pas possible à 20 h. J'ai plus de 40 minutes de route. C'est quelque chose qui n'est pas possible du fait de mon emploi du temps et du trop peu, même si je pense qu'ils font déjà beaucoup, mais on n'a pas tous forcément les horaires adaptés à ce genre de petites réunions où on peut se retrouver entre parents et échanger. Manon, est-ce que vous allez ramener la couronne de Miss à Morlaix? Est-ce que quoi? Vous allez ramener la couronne de Miss à Morlaix? Ah bah oui, tout à fait. Si vous gagnez, il faudra revenir avec. Hein. Il faudra venir avec à Paris. Allez, s'il vous plaît, en plateau. Il faudra absolument la présenter. Même question, Julie. Si vous gagnez, il faudra venir en plateau pour la présenter. Oh, bien sûr. À la base, je suis parisienne, donc voilà. Du coup, ça va pas être trop compliqué. Vous venez bien évidemment avec vos 3 enfants. Ok. Bien sûr, partout. Ok, je les vois déjà un petit peu partout ici. Mille merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de témoigner pendant cette demi-heure ô combien intéressante et ô combien enrichissante. On croise les doigts pour vous, puisque vous êtes un petit peu concurrente, effectivement, pour cette élection qui aura lieu donc en mai prochain de Miss et Mister Handi France. Je vous souhaite une excellente journée. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Ciao.